Je vais donc vous parler ce soir d'un quartier très particulier et qui n'existe plus parce qu'il a disparu depuis 1970 et il avait pour nom Obéro. C'est un quartier qui se trouvait au niveau des Terre-Saint-Ville sur la rive gauche du canal de Vassor. Et donc, c'est un quartier qui était majoritairement habité par des Indiens. Alors, il n'y avait pas que des Indiens, mais il y avait une majorité d'Indiens. Alors, comme l'a dit Gilbert Pagot, ces gens-là étaient voués, étaient dévolus au nettoyage de la ville de Fort-de-France. Alors, on ne peut pas parler d'Obéro sans évoquer l'histoire de l'immigration indienne. Donc je vais, dans un premier temps, vous parler, vous faire un petit historique sur l'immigration indienne à la Martinique. Alors, après l'abolition de l'esclavage en 1848, eh bien, les planteurs béquets se sont trouvés assez désemparés et ils étaient vraiment à la recherche d'une nouvelle main-d'œuvre. Une main-d'œuvre, puisque les anciens esclaves, pour la plupart, ne voulaient plus retourner travailler dans les champs de canne. Donc, ils recherchaient désespérément une main-d'œuvre. Et ils ont essayé de faire entrer, enfin d'introduire ce qu'on a appelé des Congos, mais ça n'a pas tellement fonctionné pour diverses raisons que je n'aurai pas le temps de décrire ici, de développer ici. Ensuite, ils ont tenté de faire entrer des Chinois, mais là aussi, ça s'est soldé par un échec. Et finalement, ils se sont dit, pourquoi ne pas essayer l'immigration indienne? Voilà. Alors, ils ont envoyé, les planteurs, une délégation à Trinidad, parce que Trinidad pratiquait déjà l'immigration indienne, pour voir comment ça se passait. Et ces planteurs-là, deux Persans et puis un dénommé Ayotte, sont revenus très enthousiastes. Et on dit que ça se passait très bien avec les Indiens, ils étaient dociles, enfin bon, c'était une main-d'œuvre idéale. Et donc, on pouvait se décider de faire entrer ces Indiens à la Martinique. Alors, en 1852, donc, Napoléon III, qui était au pouvoir à l'époque, donne son accord pour cette immigration. Et le ministère de la Marine et des colonies signe donc avec des armateurs et des compagnies maritimes des traités pour le transport de contingents de travailleurs indiens vers les Antilles françaises. Alors, on verra qu'il s'agira d'une immigration très réglementée. Ce n'est pas du tout comme à l'époque de la traite. Hein. Alors, il faut dire qu'à cette époque, l'Inde était encore une colonie. Au plus exactement, elle constituait deux colonies. Voilà. Il y avait au nord, la partie nord de l'Inde était sous domination anglaise, alors que la partie sud était, elle, sous domination française. Alors, la France, comme on le sait, possédait des comptoirs en Inde du Sud. Elle en avait 5, qui étaient Chandernagore, Pondichéry, Karikal, Yanaon et Mahe. Et le 25 avril 1853, est créée en Inde la Société d'immigration de l'Inde française, qui sera chargée du recrutement et de l'expédition des Indiens vers les colonies françaises. Alors, la grande majorité des Indiens qui vont arriver à la Martinique provenaient du sud de l'Inde. Et alors, l'Inde du Sud, c'est un territoire assez vaste. Hein, ce territoire occupait une superficie de 3 250 000 km². Et c'était un pays au passé très ancien,
aux richesses fabuleuses. Et c'est un pays qui a subi diverses invasions. D'abord, invasion des Perses, ensuite invasion par les Grecs avec Alexandre le Grand, invasion des Moghols, je dis bien des Moghols, qu'il ne faut pas confondre avec les Mongols, c'est pas tout à fait la même chose, et puis en dernier lieu, colonisation par les Européens, c'est-à-dire les Français et les Anglais. Voilà. Alors, pour que ces Indiens puissent quitter leur pays comme ça, eh bien, il leur fallait de solides raisons. Il leur fallait de solides raisons. En effet, à cette époque, c'est-à-dire entre 1800 et 1853, date où arrive le premier convoi d'Indiens à la Martinique, et 1871, la région de Pondichéry est touchée pratiquement chaque année par des calamités, en particulier par de la sécheresse, ce qui provoque la ruine de petits agriculteurs, du chômage, de la famine, etc. Et donc, on comprend que cette situation dramatique va pousser pas mal de gens à être candidats à l'immigration. Alors, en Inde, les volontaires à l'immigration étaient normalement recrutés par un agent que l'on appelait un maestri. Bon. Alors, ils étaient recrutés, on leur faisait des propositions mirobolantes, leur disant qu'ils vont arriver dans un pays, presque un pays de cocagne, presque un paradis, quoi. Donc voilà. Et il faut dire aussi que certains ont même été kidnappés. Il n'y avait pas que des volontaires, certains ont été même kidnappés. Et jusqu'en 1861, les Tamouls, originaires de Madras, constituent de loin les immigrants les plus nombreux. Et ils embarquaient à Pondichéry et à Calcutta. Et à partir de 1873 et jusqu'en 1875, eh bien, le recrutement se fait surtout à partir de Calcutta et avec des Indiens du nord-est de l'Inde, du Bihar et de l'Oud. Avant leur départ, les immigrants étaient regroupés dans une sorte de dépôt. Ils avaient la possibilité de signer leur contrat leur contrat d'engagement parce qu'ils s'engageaient pour 5 ans. Donc ils pouvaient signer ce contrat soit sur place, soit à leur arrivée à la Martinique. Alors le voyage de l'Inde vers la Martinique durait environ une centaine de jours. Alors au début c'était un peu plus lent parce que c'était des bateaux à voile, et puis un peu plus tard on va utiliser des bateaux à vapeur. En tout cas c'était une centaine de jours que durait ce voyage. Alors les bateaux faisaient escale au Mascareignes, c'est-à-dire à la Réunion ou bien à l'île Maurice, et ensuite au Cap, en Afrique du Sud, et enfin à Sainte-Hélène, avant d'atteindre la Martinique. Alors c'était un voyage très éprouvant, en tout cas à peine moins éprouvant que celui qu'ont connu les esclaves à l'époque de la traite. Parce que l'espace était réduit, il y avait une promiscuité terrible et surtout des maladies. Et donc beaucoup de mortalité. Une mortalité importante. Alors les femmes et les enfants étaient quand même séparés, mais les castes étaient mélangés, ce qui provoquait parfois des querelles, enfin, pas mal de petits problèmes comme ça. Voilà. Alors, il faut dire aussi que les Indiens ne parlaient pas tous la même langue. Alors la majorité d'entre eux parlaient le tamoul, mais certains parlaient d'autres langues. Et le 6 mai, donc,
1853, le bateau l'Aurélie débarque 313 passagers à Saint-Pierre. Alors, donc, les tout premiers convois qui arrivent à la Martinique débarquent à Saint-Pierre. Et ils vont être exposés comme ça sur la place Bertin, à Saint-Pierre. Et puis, à partir de 1857, alors pour des raisons d'ordre humanitaire, ou sanitaire plutôt, excusez-moi, le débarquement va se faire à Fort-de-France. Alors, ils seront mis en quarantaine à l'île des Ramiers, qui se trouve au large de Fort-de-France. Et pour ceux qui étaient vraiment très, très malades, pour ceux dont la santé l'exigeait, eh bien, ils étaient mis en quarantaine à l'hôpital civil. Et en 1861, un dépôt va être construit à Fort-de-France, à l'embouchure du canal Levasseur. Alors, pas très loin d'ici. Je ne sais pas si c'est exactement ici, en tout cas pas très loin. Et on a des photographies d'époque. Malheureusement, bon, je ne sais pas si on n'en a pas ce soir, mais on a des photographies d'époque qui montrent des Indiens au dépôt, qui sont dans une cour entourée de murs, à côté de petites cases couvertes de tuiles, des cases en bois, enfin voilà. On a pas mal de photos comme ça. Alors, le dépôt était un lieu de transition. Je vous ai dit que c'était un lieu où les Indiens étaient mis en quarantaine, puisque l'Inde était un lieu, enfin un pays où il y avait pas mal de maladies contagieuses. Voilà. Et puis, des gens venaient les chercher pour les emmener sur les habitations. Voilà. Alors, ils n'avaient pas le droit, sans autorisation du propriétaire, de l'engagiste, de circuler comme ça à travers la Martinique. Alors, pour les mettre sur les habitations, on tient compte des liens familiaux. On tient compte même des liens familiaux. Alors, comment ça se passait sur les habitations? Il faut dire que c'est dans le nord de la Martinique où il y avait le plus d'Indiens, la plus grande concentration d'Indiens. Alors j'ai là quelques chiffres. En 1884, on compte, alors à titre de comparaison, 644 Indiens à Saint-Pierre. À Basse-Pointe, on en a 525, 416 à Sainte-Marie, 322 au Robert, 168 au François, 9 à Rivière-Pilote, 32 à Saint-Pierre et 78 à Fort-de-France. Alors, sur les habitations, on a mis des cases à leur disposition. Ce sont le plus souvent des cases où habitaient les anciens esclaves. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que la cohabitation avec les créoles, enfin j'entends par créoles les afro-descendants, cette cohabitation était très difficile pour différentes raisons, en particulier pour le fait que les Indiens étaient végétariens et ils ne voulaient pas tellement frayer avec ceux qu'ils appelaient des mangeurs de viande. Alors, l'immigration indienne va durer à peu près une trentaine d'années. Et les conditions de vie des Indiens à la Martinique étaient assez dures, à peine moins dures que les conditions qu'ont connues les esclaves. Alors, c'est la crise sucrière de 1889 qui va mettre fin à l'immigration indienne, laquelle s'arrête totalement déjà avant cette crise. Vraiment, elle était déjà arrêtée. En 1884, aucun bateau d'immigrants n'arrive à la Martinique. Et le 17 janvier 1885, un arrêté du Conseil général de la Martinique met fin officiellement à
l'immigration indienne. Et en tout et pour tout, le nombre d'Indiens introduits à la Martinique de 1853 à 1884 par 55 convois est estimé à 25 509. 25 509 Indiens. Alors les chiffres sont très précis à ce sujet. Alors évidemment, tous ne seront pas rapatriés en Inde, hein, comme le prévoyait leur contrat d'engagement. Un certain nombre, 13 271, vont rester à la Martinique. Alors ces chiffres sont importants parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises à leur sujet. Par exemple, je vous ai parlé de 25 509 Indiens, le chiffre, le nombre d'Indiens introduits. Et pourtant, V.S. Naipaul, par exemple, dans son ouvrage, Le passage du milieu, dit qu'il y en a eu 70 000. Donc, le nombre est assez différent. En 1923, les Indiens de la Guadeloupe et de la Martinique vont prendre la nationalité française. Suite au combat, alors ça n'a pas été simple, hein, c'est après une longue bataille, un long combat mené par deux hommes, Eugène Govindin pour la Martinique et Henri Sidambarom pour la Guadeloupe. Eugène Govindin, c'était un Martiniquais, un Indien. Il naît en 1877 sur une habitation au Macouba. Il a été comptable sur l'habitation Aymar et conseiller municipal à Basse-Pointe. Et c'était un homme de gauche, hein, militant aux côtés du député Lagosilière, du député socialiste Lagosilière, et il a défendu activement les droits civiques des Indiens. Il décède en 1948. Henri Sidambarom, bon, je vais en parler bien que c'était un Guadeloupéen. Il naît en juillet 1863 à Capesterre-Belle-Eau. Il meurt le 21 septembre 1952. Il a été juge de paix au canton de Capesterre-Belle-Eau. Voilà. Alors, il ne reste pas beaucoup de traces de l'Inde, enfin de ce qu'ont emmené à la Martinique les Indiens, puisque, bon, avec le temps, les habits se sont abîmés, les papiers ont disparu à cause des insectes, à cause des cyclones, etc., etc. Et la langue tamoule que parlait la majorité des Indiens, eh bien, elle a périclité, elle a disparu. Il n'existe qu'un seul Indien qui parle tamoul aujourd'hui à la Martinique, c'est monsieur, je l'ai rencontré hier, hein, c'est, bon, j'oublie son nom, voilà, ça va me revenir. En tout cas, oui, Marcel Julina, voilà. Alors il a appris le tamoul avec un professeur venu de l'Inde. Alors, quelques mots maintenant sur Obéo. Alors, comment s'est constitué le quartier d'Obéo? Alors, on a vu que en 1884, c'est-à-dire à la fin de l'immigration indienne, on dénombrait 78 Indiens à Fort-de-France. Mais suite à l'arrêté de 1885, beaucoup d'Indiens vont déserter les habitations pour se rendre à Fort-de-France dans l'espoir de s'embarquer pour l'Inde sur le bateau de rapatriement. Ce qui eut pour conséquence l'envahissement massif du dépôt de l'immigration. Selon certains auteurs, durant l'année 1888, un bateau de rapatriement qui leur avait été annoncé a été plusieurs fois reporté, si bien que les Indiens se retrouvèrent à plus de 600 dans le dépôt de l'immigration qui était destiné à en contenir que 500.
Et enfin, au mois de février 1889, le bateau finira par arriver. Mais tout le monde ne pourra pas y embarquer, parce que les Indiens étaient très nombreux, comme je vous l'ai dit. Alors finalement, on ne savait plus quoi faire avec ceux qui n'ont pas pu s'embarquer. Et pas mal d'Indiens vont se mettre à clochardiser à travers les rues de Fort-de-France, ce qui ne plaira pas du tout aux Foyalais. Fort-de-France qui était une ville, disons, aristocratique, où il y avait des fonctionnaires et tout ça, et le spectacle d'Indiens mendiant, clochardisant à travers les rues, c'était pas un spectacle qui pouvait faire reluire l'image de la ville. Alors finalement, la question, parce qu'il y avait des Indiens à Fort-de-France bien sûr, mais il y en avait encore sur les habitations, mais finalement, un événement va se produire qui va apporter solution finalement à cette question. Que faire des Indiens qui ne pouvaient pas être rapatriés, parce qu'à l'époque, j'ai oublié de vous dire que les bateaux de rapatriement, eh bien, la colonie étant traversant une grave crise financière, ne pouvait pas être payés, enfin les armateurs ne pouvaient pas être payés par la colonie. Et c'est pour ça qu'il y avait ce problème de bateaux de rapatriement. Alors, donc l'événement dont je parle, je pense que vous avez deviné de quoi il s'agit, c'est l'éruption de la montagne Pelée, le 8 mai 1902, où des Indiens, des centaines d'Indiens vont périr. Donc ça va apporter solution à ce problème. Oui, ça y est. Alors, sûrement pour des raisons humanitaires, la municipalité de Victor Sévère va employer ces Indiens, les Indiens qui restaient à Fort-de-France, au service de nettoyage de la ville. Et cette municipalité va construire une sorte de hangar plus en amont du canal, puisque le dépôt ne servait à rien. Il a été détruit finalement parce que, pour deux raisons. D'une part, il ne servait à rien, et d'autre part, on a entrepris, à l'époque, Victor Sévère a entrepris de moderniser les rives du canal, l'embouchure du canal, etc. Donc on a dû détruire ce dépôt de l'immigration, et donc un hangar pour loger ces Indiens va être construit à Obéro, lieu-dit Obéro. Un peu plus tard, un entrepreneur du nom de Charles Figuère, qui était un mulâtre, arrive de la Guadeloupe, et la municipalité de Victor Sévère lui fait concession de son service de nettoyage. Voilà, et Charles Figuère va employer donc ces Indiens au service de nettoyage de la ville. Un peu plus tard, un autre entrepreneur va arriver, il s'appelle Donald Monplaisir, et lui, c'est un mulâtre également, et il était originaire de Sainte-Lucie. Alors, il y a un troisième personnage, un Indien celui-là, qui va jouer un rôle très important parce qu'il sera contremaître des équipes de nettoyage des Indiens, formées par les Indiens. Son nom, c'est Noël Mardaï, qui habitait à Obéro. Alors, donc, dans les années 40 et 50,
les habitants d'Obéro étaient pour la plupart employés au service de nettoyage de la ville de Fort-de-France, et pour cela, ils étaient constitués de plusieurs équipes d'ouvriers. Alors il y avait les éboueurs qui nettoyaient les caniveaux, les balayeuses, on pouvait dire, parce que la plupart c'était des femmes, mais il y avait quelques hommes aussi. Et puis il y avait une autre catégorie d'ouvriers qui étaient des tinetiers, c'est-à-dire des videurs de tinettes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de tout à l'égout. Voilà. Il y avait un camion suiveur qui suivait les tinetiers et les éboueurs. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus, pour des raisons que vous pouvez comprendre. Et au début des années 40, la municipalité de Victor-Sévère va passer un contrat avec un dénommé Grandillon, qui était ingénieur et qui était l'inventeur d'un système d'évacuation des eaux usées tout à fait révolutionnaire. Et la municipalité de Victor-Sévère va donc passer contrat avec ce monsieur pour installer donc, le tout à l'égout à Fort-de-France. Il se trouve que pour des raisons financières, des problèmes financiers, les travaux seront arrêtés, et la municipalité d'Aimé Césaire, qui va succéder à celle de Victor-Sévère en 1945, bien, ce sera elle qui devra payer le dédit, quoi, le dédit. Alors, l'aspect du quartier, comment se présentait le quartier? La plupart des personnes que j'ai interrogées m'ont présenté Obéro comme étant une petite enclave avec au milieu une espèce de hangar, celui dont je vous parlais tout à l'heure, avec tout autour de ce hangar des cases, une multitude de petites cases. Et entre le hangar et la rivière, il y avait des petits jardins potagers, voilà, et puis quelques enclos où on élevait des poules, des moutons, des cabris. Puis c'est un lieu aussi peuplé d'arbres fruitiers en particulier. Alors à ma connaissance, l'endroit n'a jamais été décrit véritablement, ni même mentionné dans aucun ouvrage. Parce que quand j'ai écrit mon livre, pour écrire mon livre, j'ai fait beaucoup de recherches, je suis allé fouiller dans les archives, un peu partout, comme ça, et je vous assure que je n'ai pratiquement rien trouvé. Enfin, j'ai trouvé très peu de choses. Je ne connais que deux auteurs qui parlent d'Obéro, encore que ce soit de manière assez succincte. Il s'agit de l'ethnologue Michel Léris et de l'écrivain trinidadien V.S. Naipaul, récemment décédé et prix Nobel de littérature récemment aussi. Alors voici ce qu'écrit l'ethnologue Michel Léris dans son ouvrage Contact de civilisation en Martinique et en Guadeloupe, ouvrage publié en 1955. Alors il écrit ceci: dans les centres, les rites hindous tendent à revêtir un caractère spectaculaire. Lors de la fête patronale des Terres-Saint-Ville à Fort-de-France, ce seront par exemple des danseurs qui s'exhiberont le visage peint en jaune et portant sur la tête et autour du cou des parures garnies de miroirs. Ou bien, pour les fêtes de la Pentecôte, le député maire sera convié, alors il s'agit d'Aimé Césaire bien sûr, sera convié à une messe indienne qui doit être célébrée au quartier. Enfin bon, il nomme pas Obéro, mais on comprend bien qu'il s'agit bien d'Obéro. Et quant à Naipaul, il écrit ceci dans son ouvrage, Le passage du milieu: les Indiens de la Martinique appartiennent à une seule caste hindoue affaiblie. Leur ressemblance physique et leurs pratiques religieuses en sont un signe. Il est à remarquer que, tout comme en Inde, le village des balayeurs est séparé du reste de la ville par un canal. Voilà. Alors, au fil du temps, la population d'Obéro va augmenter, comme ça a été le cas d'ailleurs de tous les quartiers périphériques de Fort-de-France.
Mais enfin, sa population va augmenter, et ceci pour deux raisons. La première raison, c'est bien sûr l'exode rural des années 50 et 60, plutôt des années 50, dû à la fermeture des usines sucrières, exode rural qui va provoquer une sorte d'urbanisation sauvage à Fort-de-France, touchant donc presque tous les quartiers périphériques de la ville. Et la deuxième raison qui va faire pour laquelle Obero va augmenter en nombre d'habitants et en nombre de cases aussi, hein, c'est la fameuse affaire des 16 de Basse-Pointe, affaire qui marqua la Martinique de 1848 jusqu'au début des années 50, et dans laquelle furent impliqués des descendants d'esclaves, mais aussi des Indiens, quelques Indiens. Alors, vous savez que cette affaire a été consécutive à l'assassinat d'un béquet sur l'une des habitations du nord de la Martinique. Ce béquet avait pour nom d'Île Fabrique. Alors, suite à cette affaire, on sait qu'il y a eu des gens qui ont été, enfin, des gens impliqués dans cette affaire ont été jugés à Bordeaux et finalement, ils n'ont pas été condamnés. Mais à leur retour, certains d'entre eux, ne pouvant plus être employés sur les habitations, eh bien, n'ont trouvé d'autres solutions que de se rendre à la ville, à Fort-de-France, pour trouver du travail. Voilà. Donc, quelques-uns se sont rendus à Obero. Alors, comment vivait-on dans ce quartier très particulier qui était Obero? Alors, je ne vais pas m'attarder sur cette question, mais il est important de préciser qu'il n'y avait pas seulement des Indiens descendants des Indiens ou descendants d'Indiens à Obero. Il y avait aussi, comme je l'ai précisé, des Afro-descendants. Mais tout le monde, et c'est ça qui est intéressant, tout le monde vivait, d'après ce qu'on m'a dit, en très bonne harmonie, les uns avec les autres. Même s'il y avait de temps en temps des petits problèmes, enfin des problèmes, des querelles de voisinage, lesquelles restaient plutôt verbales. D'accord ? En tout cas, la plupart de mes interlocuteurs, des gens qui ont bien voulu m'apporter leur témoignage, m'ont assuré qu'Obero était essentiellement un lieu de divertissement. En effet, là, à Obero, venaient s'affronter des majors de quartier, dans des combats de damiers ou de la guerre. Là se pratiquaient aussi des jeux de hasard, des serbis, domino, baccarat, etc. Et puis là aussi, on jouait de la musique, du tambour, du silpan, parce que on m'a aussi assuré que c'est à Obero que pour la première fois sera introduit cet instrument appelé stilpan, originaire de Trinidad, à la Martinique. Et ce quartier a eu longtemps la réputation d'être malfamé, et on m'a assuré que ce n'était pas le cas. Alors, certaines personnalités du monde artistique ou sportif ont vécu à Obero. Il est important de le dire, et parmi elles, on peut citer des gens comme, je ne vais pas citer pas mal de gens, mais Guy Mardaillé, qui a été un footballeur de talent et qui s'est illustré dans les années 60. Guy Luizet, musicien de grand talent que j'ai vu dans la salle, il me semble, ou en bas, et qui a été joueur de stilpan, donc un musicien de grand talent, qui a enseigné au Cermak. Et autre exemple, le peintre Raphaël Prospa, qui a vécu à Obero. Alors, Raphaël Prospa, considéré comme un peintre naïf, mais qui, selon moi, pour son talent, mériterait d'être un peu mieux connu. Alors, ce quartier Obero, mais il va disparaître. Il va durer 30 ans. Il va durer 30 ans
Et pourquoi? Eh bien parce que c'était un lieu vraiment insalubre. Je vous ai dit qu'il se trouvait sur l'une des rives, la rive gauche du canal Levassor, et ce quartier subissait fréquemment des inondations. Des inondations à cause des crues donc, de la rivière Levassor. Inondation, bon, mais ça c'est une autre question, due à un pont. Un pont, le pont dont les piliers plongeaient dans les eaux du canal et qui, lorsqu'il y avait comme ça débordement, enfin des pluies, de lourdes pluies, retenait des branchages qui gênaient l'écoulement des eaux. Et donc c'est ça qui entraînait les inondations. Alors, ce fut l'une de ces inondations qui s'est produite dans la nuit du 20 au 21 août 1970, suite au passage de la tempête Dorothy. Et durant des heures, Dorothy déversa sans discontinuer de lourdes pluies sur toute la partie ouest de la Martinique. Et une semaine après, un rapport de l'ORSTOM, l'Office de recherche scientifique et technique d'outre-mer, préconisait de hâter la mise en œuvre d'un certain projet d'aménagement défini en 1968 et concernant une bonne partie des terres Saint-Ville que les eaux boueuses avaient envahies. Le bilan du passage de Dorothy fut dramatique. On compta 44 morts et 650 sans-abri suite à ce passage. Et à Fort-de-France, il y a eu un mort à la cour Fouillapin, lieu situé dans le prolongement d'Obéro, un autre mort au quartier Hermitage et un autre encore en plein faubourg des Terres Saint-Ville. Et après ce sinistre, une décision radicale a été prise par la municipalité d'Aimé-Césaire, celle d'évacuer définitivement et de raser Obéro. Et dans son numéro du 30 septembre 1970, le quotidien France Antilles publiait un communiqué dans lequel Obéro, et aussi d'autres quartiers, étaient déclarés zone non edificandi, c'est-à-dire non constructible. Et donc, suite à cette action de la municipalité, les derniers habitants d'Obéro ont été relogés dans divers quartiers périphériques de la ville de Fort-de-France, c'est-à-dire Trenel, Morne-Coco, Morne-Venté, Didier, etc. Voilà. Alors, quel rôle a joué Obéro? Eh bien, un rôle très important parce que ce quartier, enfin les habitants de ce quartier ont joué un rôle très important dans le nettoyage de la ville. Voilà. Et donc, voilà, il faut s'en souvenir. Il faut s'en souvenir. Voilà. Je pense, enfin j'espère qu'il y a des gens qui ont connu ce quartier dans la salle ou en bas et qui pourront apporter leur témoignage ou compléter ce que je vous ai raconté ou alors contredire, hein, pourquoi pas. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté.